Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. J'ai vu pas mal de créateurs faire des vidéos où ils citaient un joueur à suivre pour la saison de Ligue 1 là, qui vient de commencer. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais des opinions qui pouvaient diverger un petit peu, même si j'étais d'accord sur certains points. Et je trouvais ça intéressant, comme vous le savez, je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, que je vous donne à moi un joueur à suivre par club. Donc c'est le joueur qui peut être la révélation de la saison pour une équipe, même s'il faut savoir qu'il y aura des équipes qui vont faire des mauvaises saisons et qui vont peut-être descendre en Ligue 2, il y en a d'autres qui vont décevoir. L'objectif c'est de trouver le joueur qui alors déjà sera certainement clé pour son équipe dans la saison, mais qui surtout sera une vraie bonne surprise au mois de juin où on pourra dire lui il s'est vraiment révélé cette saison, où il a vraiment confirmé cette saison. Donc voilà, on va essayer de faire ça équipe par équipe. Donc sans plus attendre, on va attaquer parce qu'on a quand même 18 clubs à évoquer et 18 joueurs donc à sortir du lot. Et on va prendre du coup dans l'ordre du classement du dernier au premier de Ligue 1. Donc on va commencer par l'une des deux équipes qui ont 0 points après 3 journées. Les deux promus, Angers et Saint-Etienne. On va s'attaquer aux Angevins. Alors, contexte particulier pour Angers qui a subi de plein fouet les droits télé, la crise économique, ce qui fait qu'ils ont quasiment pas pu recruter, ce qui pose un problème, quelque chose que moi j'avais encore quasiment jamais vu. C'est-à-dire que pour moi là, Angers, ils ont une équipe qui est constitué pour les 3/4 de joueurs de Ligue 2. Alors qu'ils attaquent une saison de Ligue 1, ils n'ont pas pu recruter grand monde. Je vois notamment leur secteur défensif où il y a vraiment quasiment personne. Donc parmi les quelques bons joueurs, les quelques joueurs niveau Ligue 1 qu'ils ont dans leur équipe, je pense que Yaya Fofana dans les buts peut faire une bonne saison. On pense évidemment à Imad Abdelli qui lui avait déjà fait une bonne saison en Ligue 1 quand Angers est descendu il y a 2 ans maintenant. Qui lui dans un rôle un peu plus bas fait beaucoup de bien à Angers. Je me souviens qu'il y a 2 ans, les deux joueurs qu'on pouvait sortir de l'effectif d'Angers c'était Ben Taleb et lui. Donc globalement voilà, il y a des chances qu'ils fassent une bonne saison aussi. Et puis sinon Angers au niveau du marché des transferts, ils ont dû se contenter donc de très peu et ils ont sauté sur l'occasion de Bordeaux qui comme vous le savez a coulé et tous leurs joueurs ont été libérés, tous leurs joueurs professionnels ont été libérés et donc ils sont allés chercher Ecomier qui était l'arrière gauche, qui n'était pas un titulaire, qui l'aile à Angers en ce début de saison. On a rapidement vu ses limites. Et sinon, c'est Emmanuel Biumla que je trouve limite plus intéressant, auquel je vois un peu plus de potentiel. Je me souviens de son premier match où il était en défense centrale face à Valenciennes. Il avait été très bon, il avait marqué d'ailleurs. Je lui vois peut-être plus de potentiel, mais peut-être sur du encore plus long terme que la saison là qui arrive. Donc pourquoi pas le mettre dans le top. Mais je vais surtout me pencher sur Bamba Dieng. Alors Bamba Dieng, vous le connaissez certainement de quand il jouait à l'OM, il avait explosé il y a 3 ans maintenant, explosé c'est peut-être un grand mot, mais il avait été performant dans la rotation, puis il avait commencé à être titulaire, et il avait été appelé avec la sélection sénégalaise, on lui voyait un bel avenir avec l'OM, et puis patatras, tout est un petit peu tombé en lambeaux, comme on sait à l'OM avec Longoria, voilà, ça brasse énormément de joueurs tous les ans, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec un entraîneur avec qui ça se passait pas très bien du tout, avec Tudor, il a été un peu écarté, et donc il lui a fallu trouver un nouveau point de chute, et il s'est rendu du coup à Lorient la saison passée, Lorient qui cherchait un remplaçant à Terem Moffi et qui sont donc allés chercher, donc non c'était au mercato hivernal 2023, donc il y a 1 an et demi. Et puis là, voilà, on le voit d'ailleurs au niveau de sa valeur, ça a vraiment chuté depuis son arrivée à Lorient. Lorient qui avait quand même investi 7 millions sur lui, et tout était un peu tombé en lambeaux. Résultat des courses, c'est un joueur à relancer que Angers est allé chercher et je pense que ça va le faire. Parce que, comme vous le savez, Angers l'année dernière, c'est Loïs Diony qui a contribué à les faire monter, où il a été meilleur buteur, mais là il y a eu un été un peu sous tension entre Loïs Diony et les supporters, ce qui fait que Angers pour l'instant joue avec le jeune Sidiki Cherif. Et là l'arrivée de Bamba Dieng me laisse penser qu'il sera le titulaire sur la pointe de l'attaque d'Angers, dans une équipe qui est peu en forme, qui a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément au niveau. Je pense que lui peut tirer son épingle du jeu. Alors je fais partie de ceux qui voient Angers en Ligue 2 à la fin de saison. Si je dois faire un pronostic du classement, je pense qu'Angers sera, voilà, redescendra en seconde division, mais je pense que Bamba Dieng peut se relancer avec le SCO et peut planter peut-être une dizaine de buts. Déjà sur son premier match, il a fait une passe décisive face à Nice. Donc voilà, on suivra ça avec attention. Mais pour moi, le joueur à suivre du côté d'Angers, c'est Bamba Dieng. Autre club du coup à 0 points, un autre promu, l'AS Saint-Etienne, club historique de notre Ligue 1 qui retrouve l'élite avec ce coup-ci un petit peu plus de recrutement. Il y avait un petit peu plus d'argent côté Angers lié au nouvel investisseur qui arrive, côté Saint-Etienne lié au nouvel investisseur qui est arrivé.
Donc notamment Davitashvili qui est arrivé. Alors il est arrivé 2 semaines avant que tous les joueurs soient libres de contrat avec Bordeaux, donc ils ont dépensé 6 millions sur lui, mais c'est pas forcément lui que je vois exploser dans cette équipe de Saint-Etienne qui est déjà un peu en difficulté. 0 points, une équipe très jeune globalement. Abdelhamid est censé apporter justement un peu d'expérience. Je pense qu'au niveau des recrues, faudra suivre. Il y a beaucoup d'inconnus, hein, je vais pas vous mentir. Augustine Boakier, Ben Holt, tout ça je connais pas du tout. Et je pense qu'il va leur falloir un temps d'adaptation à ces joueurs-là. Et dans une équipe qui est pas en confiance, c'est pas l'idéal. Mais malheureusement, on va quand même devoir trouver un joueur qui peut sortir son épingle du jeu. Et je trouve que par exemple, Ibrahim Sissoko n'est pas forcément au niveau en ce début de saison. Il fait partie des joueurs qui pour moi ont un niveau Ligue 2 correct, mais en Ligue 1 c'est beaucoup plus compliqué. Et donc Saint-Etienne est allé dépenser de l'argent sur Lucas Tassin, 9 millions. Alors c'est un Belge qui joue à Westerlo, pas du tout le même profil que Sissoko, c'est un joueur beaucoup plus petit qui s'intègre beaucoup plus dans le jeu, c'est-à-dire qu'il est à la fois buteur, il est à la fois passeur. En ce début de saison il a commencé très fort avec Westerlo, je crois il a 2 buts et 3 passes D en 5 matchs, et voilà, ça envoie quand même du lourd. La saison passée il avait marqué sa dizaine de buts, donc c'est un joueur très très jeune, 19 ans. Mais c'est vraiment ce joueur-là que je vais sortir du lot dans cette équipe de Saint-Etienne. Saint-Etienne a besoin d'avoir un buteur, donc lui il va être capable de planter, même s'il va aussi être capable de faire des passes décisives, de s'intégrer réellement au jeu de Saint-Etienne, là où Sissoko on est plus sur un profil vraiment finisseur, assez grand et malheureusement un peu les pieds carrés. Là je pense que lui va réellement plus pouvoir s'intégrer à ça, je trouve que ça colle plus au type de buteur aussi qu'aime bien Olivier Dalloglio. Je me souviens de lui quand il avait été à Montpellier, ce qu'il avait pu faire même si c'était une courte période avec Valère Germain, c'était assez intéressant. Donc là ça me fait penser un peu à ce profil là. Voilà, donc joueur espoir de la Belgique, donc qui voilà, a commencé assez fort en Pro League, et voilà, pour moi c'est la recrue la plus intéressante du mercato stéphanois. Peut-être que c'est lui qui va aider justement les Davitashvili, Boakier à pouvoir lancer réellement les offensives stéphanoises. Donc voilà, c'est le joueur que je vais sortir du lot du côté de la Saint-Etienne. Autre équipe en difficulté avec un petit point en compteur, c'est le Montpellier Hérault. Du coup qui reste sur 2 défaites, qui ont pris un premier point à Strasbourg lors de la J1, mais qui depuis, voilà, c'est quand même très compliqué. Ils viennent de prendre 3-1 contre Nantes, et il n'y a eu qu'une seule recrue dans ce mercato, encore une fois, lié au droit télé, avec un président d'ailleurs qui soutient Vincent Labrune, et qui du coup a subi plusieurs critiques, et qui se retrouve finalement pénalisé lui-même par les décisions de ce même Vincent Labrune, puisqu'il n'a pu recruter personne, mis à part Rabi Nzingula, et c'est lui que je vais sortir du lot, le jeune joueur prêté par Strasbourg, qui a 18 ans, que je trouve assez bon. Je le connaissais très peu, et j'ai trouvé son match face à Nantes vraiment intéressant, son entrée en jeu, parce que Chotard s'est blessé. Montpellier font face à une vague de blessures qui est impressionnante. Là j'ai vu que Altamari venait également de se blesser avec la sélection. Et donc Nzingula, c'est la seule recrue, mais qui va pouvoir réellement apporter peut-être un plus dans un milieu de terrain qui finalement ne change pas. Chotard, Ferry, Savanier, c'est à Montpellier depuis super longtemps. C'est peut-être lui qui va renverser un peu la hiérarchie dans l'entrejeu et profiter des blessures pour s'imposer. Je trouve que niveau du pressing, il est plutôt pas mal, assez agressif sur l'homme. Il a plutôt une bonne patte droite aussi, donc on va voir ce que ça donne. Comme on sait, à Strasbourg, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc il n'avait pas forcément sa place pour s'imposer dans l'entrejeu de Strasbourg. Donc Montpellier a sauté sur l'occasion. Je pense qu'il va être intéressant, peut-être dans un premier temps en rotation, même si là je pense qu'il va être titulaire là, dans les matchs à venir avec la blessure de Chotard. Mais voilà, pour moi c'est le joueur à suivre côté Montpellier, c'est Rabi Nzingula. Du côté de Toulouse désormais, alors Toulouse s'est fait littéralement dépouiller cet été. Logan Costa est parti, Tige Dalinga est également parti, Mawissa est parti également à Monaco, donc le secteur défensif en ruine. Mais surtout quand on pense à une star de Toulouse, on pensait à Dalinga, c'est lui qui enchaînait les buts depuis 2 saisons. Il sortait encore d'une saison à 15 ou 16 buts la saison passée. Et donc, on attendait assez attentivement de savoir qui Toulouse allait aller chercher pour aller accompagner Yangbo dans l'attaque de Toulouse. Et donc, ils sont allés chercher sur la fin de mercato Joshua King. Alors, 32 ans, international norvégien. C'est lui qui est pour moi le joueur à suivre du côté de Toulouse. Là où je pense que Toulouse va avoir un petit peu plus de difficultés
dans la saison, c'est peut-être sur le secteur défensif, parce que offensivement, je trouve qu'on voit des choses intéressantes en ce début de saison, et on va attendre assez impatiemment ce que va faire Joshua King. Donc c'est un joueur type Première Ligue, il a joué la plupart de sa carrière en Angleterre, Blackburn Rovers, puis Bournemouth, c'est là où il a joué la plupart de ses saisons, et là où il a été le plus performant. Je me souviens d'une saison à 16 buts, une autre à 12 buts, où sa valeur avait grimpé, je pense qu'on va pouvoir le voir, voilà, hein, on reconnaît le pic, voilà, c'est à ce moment-là qu'il avait été très performant, et puis c'est un petit peu retombé d'un coup. Il y a eu un prêt Everton raté, une dernière saison à Watford où il y a eu quelque chose assez intéressant, je crois 5-6 buts, et suffisant pour aller lui décrocher un contrat intéressant en Turquie à Fenerbahçe où il a quasiment pas joué. En sortie de ça, Toulouse a décidé de relancer le joueur. C'est un profil complètement différent de ce qu'on pouvait voir du recrutement de Toulouse, avec des joueurs assez jeunes qui viennent s'intégrer un peu dans une nouvelle démarche, vous savez, en fonction de la data, tout ça. Donc je pense qu'ils ont quand même bien travaillé leur coup pour aller chercher Joshua King. Mais je pense qu'avec les joueurs qu'il y a à Toulouse, je pense à Xavi Babika, je pense à Yangbo, qui peuvent lui donner des bons ballons, à Bouklal aussi. Je pense qu'il peut redevenir le serial buteur qu'il est, il peut reprendre confiance en lui, et je trouve qu'avoir un joueur d'expérience, justement dans une équipe globalement assez jeune, qui se cherche encore à Toulouse, avoir un joueur d'expérience comme ça, comme lui, international norvégien, ça peut faire du bien, ça peut être un bon coup. Donc voilà, Joshua King va être le joueur à suivre pour moi du côté du TFC. Passons désormais à une équipe qui n'a rien à faire à cette place du classement, mais qui a le recrutement le plus déséquilibré que je connaisse, un effectif qui je trouve n'a aucun sens, énormément d'argent dépensé, mais pour voilà, quelque chose qui est complètement déséquilibré. C'est assez difficile de sortir un joueur de tout ça. Faut citer peut-être le joueur qui arrive le mieux à s'en sortir dans ce marasme lyonnais. Et pour moi, c'est Malik Fofana, que je trouve très bon depuis qu'il est arrivé à Lyon. Tout jeune, hein, 19 ans, il a signé à l'OL au mercato hivernal dernier. Je me souviens de son match face à Nantes où il avait été très bon. Il fait globalement des sorties de banc, il est souvent en tant que super sub ou joker et il est très bon dans ce rôle-là. J'aimerais le voir plus titulaire à Lyon. Certes, il y a des joueurs un peu plus âgés devant lui, des mecs qui ont plus prouvé dans tel ou tel championnat, mais pour moi, c'est la meilleure recrue du mercato hivernal lyonnais où ils ont dépensé énormément d'argent, c'est Malik Fofana. C'est celui qui a apporté le plus de bonnes surprises sur son côté gauche. Il est vraiment capable d'amener le danger. La saison passée, je crois qu'il a dû marquer 5-6 buts, hein, au moins. Donc voilà, il s'est vraiment illustré. Pour moi, il y a déjà eu une révélation sur les 6 derniers mois de la saison dernière. J'attends une confirmation cette année et j'attends de voir vraiment un Malik Fofana titulaire sur le côté gauche. Je le préfère à Benrahma, j'ai pas peur de le dire. Je trouve que Benrahma, il y a beaucoup de ratés, voilà, il vendange quand même pas mal. Autant Malik Fofana, je trouve qu'il y a un vrai coup à jouer pour l'OL avec un jeune joueur comme lui. Je trouve qu'il apporte justement cette fraîcheur qu'on n'a plus du côté de Lyon avec tous les joueurs un peu âgés, voilà, les Matic, les mecs qui ont du mal à faire des courses. Lui, voilà, s'il fait un peu contre-coup à ça, et voilà, il représente un peu la fraîcheur lyonnaise, donc voilà. Malik Fofana, le joueur à suivre du côté de Lyon. Passons désormais à l'AJ Auxerre, le dernier promu de la liste. Ceux qui sont le plus haut classés après une victoire assez surprenante face à Nice lors de la première journée et un but dans les toutes dernières minutes de leur recrue, Lasso Koulibaly, qui s'est malheureusement assez gravement blessé entre temps. Et donc il va falloir qu'on déniche un joueur à suivre. Donc il y a eu un recrutement assez intense et pourtant je ne vais pas aller chercher une recrue, je vais aller chercher Gaëtan Perrin. Alors Gaëtan Perrin, joueur formé à Lyon, donc, il a fait son premier match en Ligue 1 en 2015, il avait marqué, je me souviens, face à Nantes à l'époque. Après il est retombé un petit peu dans les méandres du football français, il avait joué à Orléans en National, il a mis du temps à remonter. Après quelques bonnes saisons en National, Auxerre elle allait le chercher, et puis en Ligue 2, il avait réussi à rapidement retrouver un bon niveau et confirmer un peu le potentiel qu'on pouvait lui voir quand il était encore au centre de formation de Lyon. Il formait un duo assez intéressant avec Gauthier Hein, et là il se retrouve un petit peu orphelin de son compère, puisque Gauthier Hein est retourné du côté de Metz qui a fait le chemin inverse, hein, qui est passé de la Ligue 1 à la Ligue 2. Et on disait justement de Gauthier Hein que c'était un joueur qui justement avait un très bon niveau Ligue 2, mais était un joueur moyen de Ligue 1. Et on a mis un peu Gaëtan Perrin dans cette même case. Parce que sa saison en Ligue 1, comme vous savez, Auxerre était en Ligue 1 il y a encore 2 ans, sa saison en Ligue 1 était très moyenne aussi, et là je m'attends à quelque chose d'autre de sa part. Il a refait une grosse saison en Ligue 2 l'année dernière, là il faut vraiment qu'il confirme, c'est lui le leader offensif de cette équipe d'Auxerre, ça va être à lui d'emmener tout le monde. Il y a eu une nouvelle recrue là, avec Ahmed Traoré, hein, qui était un transfert assez surprenant, un joueur évalué à 17 millions, mais je pense pas que c'est lui qui va être vraiment le moteur de l'attaque auxerroise. Pour moi ça va être Gaëtan Perrin. Je trouve que ces 3 premiers matchs sont dans cette lignée.
il assume réellement ce statut-là. Il sait qu'il n'y a plus Gauthier et que ça va être à lui de faire le jeu. Son coup franc qu'il a marqué la semaine dernière, je crois que c'était face au Havre, est magnifique, un modèle du genre. Et c'est justement avec des actions de grande classe comme ça qui confirme tout le talent qu'il a, parce que c'est un joueur qui est vraiment talentueux. Donc s'il est capable d'avoir une certaine constance tout au long de la saison, je pense qu'il peut faire une belle saison, aller taper peut-être même les 10 buts en Ligue 1. Ça va être à lui de faire ça du côté de Auxerre. Si Auxerre veut se maintenir, je pense qu'il faudra un grand Gaëtan Perrin. Et pour moi, c'est le joueur à suivre cette année du côté de la JA. Passons désormais à l'équipe surprise de l'année dernière qui va jouer la Ligue des Champions, le fameux Stade Brestois, orphelin un petit peu du départ de Lilian Brassier du côté de Marseille, également du départ de Steve Mounier, de Martin Satriano, donc voilà, il y a eu quelques départs, et puis orphelin également de la grosse blessure de Bradley Loco, qui pour l'instant oblige Jordan Amavi, qui avait très peu joué à être titulaire, et on voit que du côté gauche de la défense de Brest, ça passe beaucoup, donc il y a eu le recrutement de Haidara, mais le recrutement que je vais surtout suivre, c'est celui de Soumaïla Koulibaly, qui est pour moi le joueur à suivre. Alors, Brest a été intelligent, ils sont allés chercher Edimilson Fernandez en plus, qui lui est un joueur peut-être un peu plus expérimenté, qui a joué longtemps à Mayence en Bundesliga. Et donc, ils ont pris Edimilson Fernandez un peu en sécurité par rapport à Soumaïla Koulibaly, qui est encore un jeune joueur, 20 ans, formé au PSG, qui après est parti à Dortmund et qui l'année dernière a été prêté à Antwerp, qui justement jouait la Ligue des Champions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à Antwerp il était titulaire et il jouait la LDC à côté d'un certain Toby Alderweireld, donc joueur d'expérience international belge, qui a été finale de Ligue des Champions avec Tottenham, un gros CV pour Alderweireld, et donc c'est intéressant pour les jeunes joueurs d'évoluer avec des joueurs comme lui. Donc voilà, Soumaïla Koulibaly, on va voir ce que ça donne. Là, il va être aux côtés de Brendan Chardonnay cette année. Je pense que ça va être lui le titulaire de la défense de Brest. Brest a quand même beaucoup essayé, hein. Il y a Edimilson Fernandez qui a été recruté au poste de défenseur central. Il y a aussi Abdoulaye Ndiaye, l'ancien lyonnais qui jouait à Troyes, pardon. Donc voilà, on va surveiller ce que ça donne. Soumaïla Koulibaly, que j'avais trouvé plutôt bon l'année dernière en Belgique. Évidemment, c'est un joueur qui a encore une immense marge de progression. Et ça peut être lui la belle surprise finalement du recrutement brestois. Il y a Abdallah Sima aussi qui vient, mais qui avait déjà fait une mauvaise expérience en Ligue 1. Là, on va voir peut-être aussi une revanche par rapport au fait qu'il a jamais pu s'imposer en Ligue 1 avec le PSG et qu'il est parti très tôt à Dortmund. Donc il est prêté justement par le B4B. Donc on va voir ce que ça va donner. Koulibaly à Brest, pour moi, c'est le joueur à suivre dans cette saison brestoise et en Ligue des Champions notamment. Donc voilà, ça va être intéressant. Passons désormais à une équipe qui a beaucoup changé cet été, qui a vraiment... j'ai pas envie de dire passer un cap, mais a changé d'air un petit peu. C'est le Stade Rennais qui a eu un recrutement assez intense, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On voit Léo Stigard en défense. On peut imaginer un renouveau dans cette équipe, et donc pour pouvoir reconstruire du renouveau avec des joueurs qui viennent pour la plupart de championnats étrangers, qui vont avoir un temps d'adaptation, il faut aussi miser sur des joueurs assez fiables de ton effectif, le peu qui sont restés. Et donc finalement on se rend compte que les départs de Benjamin Bourigeaud ou de Martin Terrier, aujourd'hui ils profitent à un joueur comme Ludovic Blas, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe pour l'instant en ce début de saison. Je vois notamment le recrutement de Groenbeek au milieu de terrain qui va être intéressant et qui va, je pense, va faire une belle saison également. Mais pour moi, la clé finalement de cette équipe rennaise offensivement, ça va pas être Jota, le joueur qui a joué à la fois en Écosse et à la fois en Arabie Saoudite, où il a été... il avait explosé au Celtic de Glasgow. Il y a une grosse hype autour de lui, mais je pense que le vrai moteur, ça va être Ludovic Blas. Je pense que la saison rennaise est plus liée à Ludovic Blas qu'on ne le pense. Pour l'instant, il est titulaire indiscutable, il est plutôt performant, un but et 2 passes décisives en 3 matchs. Là, du coup, on peut se dire que Rennes devra construire sur Gouiri, Blas, Kalimundo. Alors on l'a vu, Gouiri il a fait un très bon premier match, mais par contre après patatras, classique Gouiri, hein, finalement c'est à l'image de sa carrière, une immense inconstance. Blas peut aussi se ranger dans cette case-là, mais après une saison vraiment compliquée, une première saison à Rennes vraiment compliquée, le départ de Bourigeaud peut lui profiter et récupère les clés de l'animation technique de l'attaque de Rennes. Pour l'instant il essaye de l'assumer, il joue dans un rôle un peu plus axial, plus haut aussi sur le terrain. On l'avait vu un peu dans ce rôle-là dans la saison où Nantes avait été très bon en 2021-2022, et c'est ce qui me laisse dire que Ludo Blas peut refaire une grande saison en Ligue 1, ce coup-ci avec Rennes. Donc on va suivre ça avec attention. Pour l'instant, ça démarre plutôt bien pour lui, un petit peu moins bien pour l'équipe de Rennes, mais il faut aussi du temps que les recrues se mettent en marche. Mais pour moi, voilà, c'est le joueur à suivre du côté du Stade Rennais. Passons désormais à Reims, le Stade de Reims qui a pas forcément beaucoup bougé cet été. La saison passée, c'était 6 mois très performants, lié notamment à un entrejeu qui était très complet,
Il y avait Marshall Mouneti, il y avait Azor Matusiwa, il y avait Teddy Thomas qui était très très bon sur les 6 premiers mois. Et les 6 mois qui ont suivi la mercato hivernale, ça a été beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que Matusiwa a signé à Rennes entre temps. Et donc Reims avait voulu essayer des jeunes joueurs, donc il y avait eu Valentin Tangana, et c'est pour moi lui qui va être un petit peu la clé de la saison rémoise et de cet entrejeu cet entrejeu justement de l'équipe du Stade de Reims. Valentin Tangana qui sort d'un très bel Euro U19 où il était capitaine de l'équipe de France. Qui, je trouve, sur ces 6 derniers mois, donc au début tout jeune, voilà, c'était un petit peu dur. Il y a eu un carton rouge face à Rennes, justement, je m'en souviens. Enfin, si je me trompe pas. Et donc, c'est lui le remplaçant de Matusiwa, c'est à lui qu'on va donner les clés. Pour l'instant, il est titulaire indiscutable dans cette équipe et ça bouge pas. Et je pense que ça va être lui la belle surprise de la saison rémoise. Alors, je sais pas s'ils feront si bons premiers mois comme ils ont pu le faire la saison passée. Pour l'instant, ça commence globalement comme plutôt pas mal, hein, parce qu'ils ont joué Rennes et Marseille. Marseille qui est quasiment inarrêtable en ce début de saison. Ils ont réussi à aller chercher un point au Vélodrome et ils viennent de battre Rennes à domicile avec une équipe toujours très solide et très costaud en défense et puis un milieu de terrain complémentaire. Et c'est là-dessus que Valentin Atangana aura un rôle. Thomas Mouneti, on a des certitudes sur eux. Atangana, c'est la dernière pièce manquante de tout ça. Et à 19 ans, et avec le statut et l'ampleur qu'il prend avec les sélections de jeunes en équipe de France, il va être temps pour lui d'assumer sa progression visible sur les 6 derniers mois. Et donc voilà, on va suivre ça. Pour moi, c'est le joueur à suivre du côté de Reims. Passons désormais à une autre équipe très très jeune de notre championnat, puisqu'ils ont que des joueurs quasiment en dessous de 25 ans. C'est le Racing Club de Strasbourg, comme vous savez, club satellite de Chelsea. Et donc beaucoup de jeunes joueurs, le projet qui finalement a été plutôt intéressant, là où ils auraient pu descendre la saison passée, ils ont réussi à se maintenir grâce à Patrick Vieira, mais pour autant, hop, on renverse encore une fois le château de cartes et bienvenue au nouveau coach, monsieur Liam Rosenior, l'ancien coach de Hull City. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. Pour l'instant, on voit certaines choses assez intéressantes. Il y a des joueurs évidemment de talent dans cette équipe et avec un très très gros potentiel. Et pour moi, le plus gros potentiel de cette équipe et celui qui a déjà atteint quasiment le meilleur niveau, c'est André Santos. J'aurais pu citer Dylan Bakwa qui a fait une très bonne première saison aussi et qui là devrait confirmer cette année. Mais pour moi, André Santos, c'est encore un cran au-dessus de Bakwa. C'est le futur milieu de terrain de l'équipe du Brésil. Voilà, je lance ça comme ça me fait plaisir. Il s'est révélé justement dans un match face à Nantes la saison passée où Strasbourg est allé gagner 3-1. Depuis, il n'a plus jamais quitté le 11 de Strasbourg, donc prêté par Chelsea. Très bon, déjà en ce début de saison, il a déjà marqué 2 matchs de but alors que c'est un milieu de terrain. Très agressif sur l'homme, très intelligent dans sa protection de balle, tout ça. Je trouve qu'il a déjà la classe. Il envoie déjà du lourd, il a déjà un très bon niveau. Pour moi, il est déjà titulaire dans 90% des équipes de Ligue 1. Je suis vraiment élogieux, mais il le mérite. Franchement, je vous conseille de regarder les matchs de Strasbourg et d'observer le niveau de André Santos pour que vous compreniez réellement ce que je dis. Que pour moi, c'est un joueur qui n'a rien à faire à Strasbourg. Donc là, il est prêté et il monte évidemment. Là, c'est un coup réussi par Chelsea de le prêter en Ligue 1. Là, il explose en Ligue 1. Et vous allez voir que s'il faut, dans un an, il joue avec Chelsea. Il est titulaire avec Chelsea. Et j'ai vraiment pas peur de le dire. Il fait un super début de saison. Il a fait 6 très bons premiers mois avec Strasbourg. Et là, voilà, on va l'attendre à la confirmation. Et pour moi, il va exploser cette année. Et il fera partie des révélations de la saison de Ligue 1 au mois de juin. En tout cas, voilà, c'est mon opinion. Je pense que ça va être comme ça. Après, on sait jamais. On sait jamais dans le foot. Demain, il se fait les ligaments. Moi, au mois de juin, je serais comme un con d'avoir été aussi élogieux au mois de septembre. Mais voilà. Passons désormais à l'OGC Nice, club... au projet un petit peu farfelu suite au rachat d'Ineos de Manchester United, où on a l'impression que Nice est un peu devenu le second club. Il y a moins d'investissement du coup de la part de Radcliffe. Donc Nice a vendu Todibo, donc c'est un prêt avec option d'achat obligatoire à West Ham. Il y a également Kefren Turam qui est parti à la Juventus. Tous ces joueurs auxquels on voyait un immense avenir, ça y est, ils ont enfin quitté le nid niçois, le départ également de Lotomba qui était là depuis 2020. Et donc, il a fallu pour Nice aller chercher des joueurs avec les blessures notamment importantes de Terem Moffi et Sofiane Diop. Et offensivement, on voit un Nice qui avec leur nouveau coach, Franck Hez, joue dans un système en 3-5-2, comme on pouvait voir Lens le faire avec Franck Hez justement. Et donc, on a seulement 2 joueurs offensifs dans cette équipe. En ce début de saison, c'est Evan Guessant et Mohamed Ali Chaud.
je trouve que Jérémy Boga ne serait pas déconnant non plus d'être titulaire dans cette équipe, parce que c'est globalement un début de saison que je trouve assez poussif de la part de Nice. On va voir évidemment ce que ça donne avec le temps. Mais dans cette équipe, du coup, le joueur offensif pour moi qui va être à suivre, ça va être Mohamed Ali Chaud. Alors parce que Evan Guessant, il peut aussi confirmer après une saison très correcte avec Farioli la saison dernière. Mais là, il y a eu l'arrivée entre-temps de Moukoko, qui est un jeune joueur qui devrait avoir du temps de jeu. Je le vois pas forcément réussir, mais du coup, il devrait se partager le temps de jeu avec Guessant. Autant je pense que Mohamed Ali Chaud va être le seul joueur finalement offensif titulaire indiscutable de cette équipe. C'est en tout cas le chemin que ça prend. Il a fait 2 très bons premiers matchs. Face à, du coup, le premier match était face à Auxerre, le second, je sais plus contre qui c'était, mais c'était, voilà, il avait encore une fois été bon, il a marqué contre Auxerre d'une belle tête, il a fait une belle préparation, il faut le dire, avec l'OGC Nice. Pied gauche, comme vous savez, joueur formé à Angers, si je dis pas de bêtises. Enfin, qui s'était révélé à Angers. Il était parti, il avait fait l'office d'un gros transfert à la Real Sociedad, sauf qu'il était arrivé à un moment où le club espagnol était réellement en train d'exploser vers les sommets de la Liga, où il y avait une vraie vague assez importante. On a vu la Sociedad qui était en Ligue des Champions l'année dernière face au PSG, ce qui fait qu'il a été un petit peu relégué sur le banc, il faisait quelques entrées par-ci par-là. Et Nice avait senti le coup au mercato d'hiver dernier et avait déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher les services du franco-anglais, donc voilà. Mohamed Ali Chaud qui fait un bon début de saison et qui finalement avec le système de jeu de l'OGC Nice va être la pierre angulaire offensive de cette équipe, un peu comme Blas à Rennes. Je pense que si Mohamed Ali Chaud fait une belle saison, l'attaque de Nice peut revivre un petit peu. Là il y a une grosse structure défensive pour l'instant, Melvin Barr à gauche, Jonathan Klaus à droite, une défense, alors je suis un peu plus sceptique sur la défense avec Dante et 2 recrues là, Abdelmomen et Moïse Bombito. Je suis un petit peu plus sceptique là pour le dernier cité qui est censé être le remplaçant de Todibo. Mais voilà, en tout cas Mohamed Ali Chaud, il va peut-être enfin confirmer tout le potentiel qu'on lui voyait il y a déjà 3 ans au moins avec Angers. Donc on va suivre ça avec attention. Pour moi c'est le joueur à suivre du côté de l'OGC Nice. Désormais, une autre équipe qui a subi de plein fouet les droits télé, c'est le Havre, qui ont quasiment rien reçu cette année et qui donc ont quasiment pas pu recruter. Ils sont allés chercher en national à Martigues, une équipe qui est montée en Ligue 2, Yannis Zouaoui, l'arrière gauche qui a une vraie belle patte gauche, qui tire les coups de pied arrêtés, qui est vraiment intéressant. Ils ont réussi aussi à conserver des joueurs avec une certaine valeur marchande. Moi j'aurais pensé que Sangbante serait parti, ou même Kinkwe. Aucun des deux n'est parti. D'ailleurs Kinkwe ne joue pas parce qu'il y a un conflit, parce qu'il veut pas prolonger son contrat et donc pour l'instant il est écarté. Donc là il y a le recrutement auprès de l'ancien parisien Pembele. Mais le joueur qui va être surtout pour moi à suivre cette saison du côté du Havre, ça va être Oussama Targaline. Donc il sort des JO avec le Maroc. Keshta, autre milieu de terrain marocain du Havre, a également fait les JO. Donc pour moi c'est les deux joueurs qui vont être à suivre dans l'entrejeu du Havre, qui est pour moi la force de cette équipe, Abdoulaye Touré, Keshta et Targaline. Donc il sort d'une première saison en Ligue 1 où il a joué une quinzaine de matchs, il a été un petit peu embêté par les blessures et on a vu qu'il y avait du potentiel. Après les JO qu'il vient de faire, qui sont très très bons, le Maroc, médaillé de bronze, on va suivre avec attention Targaline. Il a tout du milieu moderne, technique, assez grand. C'est le profil d'ailleurs que les grands clubs adorent. Voilà, c'est un peu le fantasme du milieu de terrain aujourd'hui. Et je pense qu'il peut vraiment exploser cette année avec le Havre. J'aurais pu dire Keshta aussi, mais Keshta a déjà confirmé un peu le potentiel qu'on lui voyait au centre de formation du Havre, parce que sa dernière saison en Ligue 1 était très bonne. Sur la fin de saison, il est tellement bon que je peux dire qu'il fait partie des peu de joueurs qui ont permis au Havre réellement de se maintenir en Ligue 1. Targaline, lui, ça va être voilà, peut-être l'explosion de potentiel, ça va être peut-être une des révélations de Ligue 1 à la fin de l'année. En tout cas, ses 2 premiers matchs ont été très bons. Il était suspendu, je crois, lors de la J1. J2, le Havre va gagner à Saint-Etienne. J3, ils battent la J Auxerre, qui sont 2 concurrents pour le maintien. Et donc voilà, début de saison très intéressant de la part du Havre. Et Targaline qui... voilà. Pour l'instant, prouve tout le potentiel qu'on pouvait lui voir à Marseille, puisqu'il était formé à l'OM. L'OM, c'est quand même marrant, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir des joueurs de leur centre de formation. Du coup, ils les laissent partir librement et ils explosent dans d'autres clubs. Donc c'est quand même pas malin. Mais bon, c'est comme ça. Donc Oussama Targaline, qui est pour moi le joueur à suivre du côté du Havre. Après les JO qu'il vient de faire, joueur très technique. D'ailleurs, c'est un vrai régal de le voir jouer. Je trouve que c'est un joueur qui est assez élégant. Donc voilà, Oussama Targaline, on va suivre avec attention.
Lille, autre équipe française qualifiée en Ligue des Champions, il y en a 4 cette année assez exceptionnellement avec la nouvelle formule, et Lille qui s'est surtout qui a passé le Slavia Prague en barrage, qui a passé Fenerbahçe en barrage pour pouvoir se qualifier, donc c'est l'équipe qui a disputé, l'équipe française qui a disputé le plus de matchs depuis l'été, donc on a un petit peu plus de données pour savoir vraiment comment cette équipe fonctionne, comment elle va s'adapter au départ de Lenny Yoro et aux complications d'un joueur que j'adore, c'est Nabil Bentaleb qui avait été énorme la saison passée et qui a eu des problèmes cardiaques durant l'été, qui a dû être hospitalisé, ce qui fait que on va être, voilà, du côté de Lille, ils vont être très prudents pour son retour. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu du recrutement au milieu de terrain du côté de Lille, hein. André Gomes là, qui a signé hier au moment où je tourne cette vidéo, donc qui revient au club où il avait été plutôt bon, et puis Mukao, tout jeune joueur qui avait été plutôt bon avec Malines l'année dernière en Pro League, une des révélations du championnat belge. Mais pour moi le joueur à suivre ça avait été Don Zegrova. Alors vous allez me dire, je manque peut-être d'originalité parce que les médias en parlent suffisamment, ça n'empêche que Zegrova la saison passée c'est pas encore des stats folles, on sait que c'est un joueur qui est déroutant. Quand je vois le match de Lille face au PSG, tu sais que s'il doit y avoir une situation chaude, ce sera emmené par Zegrova. C'est lui, c'est le joueur offensif de Lille. Jonathan David, c'est le finisseur, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il est encore au club, on va voir s'il va encore planter ses 20 pions cette année. Jonathan David, il n'y a aucun souci. Mais moi, c'est Edon Zegrova que j'attends cette année. Lille va être en Ligue des Champions. Zegrova, c'est très bien, niveau des dribbles et tout, on sait que c'est très fort. On sait que c'est très fort Zegrova et on sait qu'il peut les chercher beaucoup plus haut. Il fait partie des joueurs d'ailleurs un peu énervants parce qu'on lui voit beaucoup de talent, un peu comme Ousmane Dembélé, et peut-être qu'à la fin il manque ce truc encore. Parce que là, il lui manque des stats. Et là, j'ai envie qu'en Ligue des Champions, réellement, ce soit lui qui porte le LOSC. Et donc, pour moi, il doit confirmer. Tout ce qu'on voit de lui depuis qu'il est arrivé de Suisse là à Lille, il faut vraiment qu'il explose cette année. Pour l'instant, il le fait. En barrage, Lille peut lui dire merci, hein, face au Slavia Prague, à chaque fois c'est lui qui plante. Lille peut lui dire merci. En ce début de saison, pour l'instant, il assume ce statut-là. Il l'a assumé encore un peu face au PSG, où il est allé de son but encore une fois. On va l'attendre réellement. Alors, comme vous voyez, là, il a disputé qu'un match. C'est que forcément, et surtout avec le recrutement de Genesio, Lille sait qu'il faudra faire tourner leur effectif. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés chercher Osame Sarawi, qui est un tout jeune joueur que j'aime beaucoup, qui vient de Heerenveen aux Pays-Bas, qui sort d'une belle saison. Donc il va y avoir pas mal de rotation. Peut-être qu'il jouera qu'une vingtaine de matchs en Ligue 1. Mais moi je vais l'attendre en Ligue 1 sur les 20 matchs qu'il va jouer, qui seront peut-être les 20 matchs les plus importants. Donc les gros matchs face à Monaco, Paris, Marseille, etc. Mais je vais surtout l'attendre en Ligue des Champions. Il faut qu'il explose en Ligue des Champions. Et c'est que quand il sera vraiment performant dans les grands matchs, dans les derbies, etc. qu'on saura que Zegrova aura passé ce step qu'on attend de lui depuis assez longtemps maintenant. Donc voilà, c'est le joueur à suivre pour moi cette année, du côté d'une très belle équipe de Lille. Passons désormais au rival lillois, le Derby du Nord, le Racing Club de Lens, deuxième il y a 2 ans, qui sort d'une nouvelle saison cohérente. On en a beaucoup parlé en mal parce que le début de saison a été poussif, puis il nous avait tellement habitués à avoir un tel niveau lors de la saison 2022-2023 qu'on a presque été déçus de leur saison dernière avec le parcours en Europa League, l'élimination face à Fribourg, etc. Avec un scénario cruel. Il y en a beaucoup, je pense, qui me diraient que la dernière saison de Lens est décevante. Ça n'empêche que c'est une équipe qui est montée il y a 4 ans. Ils ont fait 2e. Et ils sont encore qualifiés pour une Coupe d'Europe, en l'occurrence la Conference League. Même s'ils viennent d'être éliminés en barrage, du coup ils n'auront pas les matchs d'Europe à jouer, mais bon, ils sont quand même allés chercher leur ticket la saison dernière. Donc pour moi, le joueur à suivre dans cette équipe, ça va se jouer en pointe. Comme vous savez, Openda avait été énorme quand Lens avait été bon. Il y a eu le gros recrutement d'Eli Wahi. Ça n'a pas forcément très bien tourné, notamment en interne, le comportement de Wahi. Ils ont réussi à le refourguer à Marseille pour 25 millions, ce qui est plutôt une belle vente, je trouve. Et donc, ils ont misé sur plusieurs joueurs. Dans un premier temps, Wesley Saïd fait plutôt un bon début de saison. Il y a eu le prêt de Mbala Nzola qui fait des belles saisons en Italie depuis 2-3 ans maintenant. Mais je le vois pas forcément réussir à Lens. Ce qui n'est pas le cas de Martin Satriano. Martin Satriano, qui à chaque fois qu'il joue en Ligue 1, je trouve, montre des choses. Il lui manque des stats encore, avec Brest, où il a été prêté deux fois. Il y a eu entre deux une saison en Italie, joueur qui appartient à l'Inter, qui est prêté à Lens. Moi je pense que ça va être lui l'attaquant de Lens cette année. Il a le profil pour s'imposer. Je le vois bien, il est argentin, il a la hargne. En fait, je le vois typiquement dans cette équipe de Lens. Je trouve qu'il colle parfaitement avec Bollard.
je pense que vous voyez de quoi je parle quand je parle de l'énergie lensoise. Je trouve qu'il colle très bien à ça. Et donc, je vais suivre avec attention ce qu'il va faire. Ça peut devenir réellement le buteur lensois. Je vois plus lui réussir qu'un Enzola, par exemple. Il y a eu le recrutement de Zaroury qui peut être intéressant. Mais je pense qu'il faudra encore attendre un peu. Autant Satriano, je pense qu'il peut rapidement... Voilà, il peut rapidement un peu exploser avec cette équipe de Lens qui fait un bon début de saison. C'est très cohérent avec Will Steele pour l'instant ce qui se passe. Un bon bloc défensif qui tient bien et des joueurs offensifs voilà, qui font des montées assez intelligentes. Il a réussi à réintégrer Adrien Thomasson dans le 11, alors que les supporters le considéraient comme un flop pas possible. Alors Thomasson, c'est franchement un très bon joueur de notre championnat de Ligue 1. Il joue dans un rôle un peu différent et il fait du bien dans le milieu de terrain lensois. Et en pointe, de toute façon, dans le schéma avec lequel joue Lens, il faudra un attaquant de pointe qui performe et qui est en confiance. Et je pense que ça peut être Satriano cette année. C'est le joueur à suivre côté lensois. Passons désormais à l'avant-dernière équipe qualifiée en Ligue des Champions, l'AS Monaco, deuxième la saison dernière. Saison très solide, ils n'avaient pas la Coupe d'Europe à jouer. On les a vu exploser, mais il y a eu des départs importants quand même cet été, à ne pas négliger le départ de Wissam Ben Yedder, qui était celui qui plantait les 20 pions tous les ans, etc. Là d'ailleurs je me pose la question sincèrement, qui dans cette équipe est capable de le remplacer? Le joueur qui mettait les 20-30 buts tous les ans, c'était Ben Yedder. Qui dans cette équipe est capable de le remplacer? Pour moi, ce sera pas Balogun, ce sera Pembolo. Je pense que ça va vraiment poser problème dans la saison de Monaco, c'est que pour moi, il leur manque un finisseur. Je pense qu'ils vont avoir plein de matchs. D'ailleurs, ça s'est vu en début de saison. Face à Lyon, quand ils gagnent 2-0, ils peuvent déjà mener 2-0 à la mi-temps. D'ailleurs, ils ont fait 1-1 face à Lens au dernier match. De toute façon, c'est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1. Il n'y a aucun débat là-dessus au niveau de l'effectif. Des joueurs très talentueux. Mais par contre, il leur manque ce finisseur. Et pour moi, ils l'ont pas trouvé au mercato. En tout cas, c'est mon opinion. Alors qu'ils ont plutôt bien remplacé, je trouve, le départ de Youssouf Fofana et de Mohamed Kamara avec le recrutement de Lamine Camara, qui jouait à Metz la saison passée, qui est monté en puissance, une saison correcte en Ligue 2. Il arrive, il monte en Ligue 1. Il fait partie, c'est le deuxième meilleur joueur ou le meilleur joueur de Metz sur la saison, avec Miko Tadze sur les 6 derniers mois, voilà. Mais à 20 ans, enfin à 19-20 ans, ce qu'il a fait, ça a été très bon. Comme pour une première saison en Ligue 1, c'est un joueur qui a de l'audace, qui a du courage, ce qui est quand même des qualités à ne pas négliger, surtout chez les jeunes joueurs. Et qui, depuis qu'il est arrivé à Monaco, ça y est, on dirait qu'il a déjà passé le step. Je sais pas si vous avez regardé le match amical face au Barça, mais il va faire du pressing, le mec il lâche rien face au milieu Blaugrana, il va même marquer, il a marqué face à Lyon, je crois, il a marqué face au Barça. Là, il avait pris un rouge, du coup il était suspendu face à Lens. On a vu qu'il y a eu un manque dans le milieu de terrain monégasque, donc il y avait Magassa et Zakaria. Mais quand on a Zakaria Kamara, là on s'y retrouve vraiment. En tout cas en ce début de saison, je trouve que c'est cohérent. Pour moi, ça va être le joueur à suivre cette année. Je pense qu'il peut prendre une autre dimension. On sait que Monaco arrive à bien valoriser leur milieu de terrain. Chouameni, Youssouf Fofana, tu vois, ils sont tous allés chercher l'équipe de France, ces gars-là. Bon, là, en l'occurrence, Lamine Camara, il est déjà titulaire indiscutable avec le Sénégal, mais il peut passer un step en Ligue des Champions avec Monaco, et c'est ce qu'on va lui souhaiter, c'est qu'en Ligue 1, on ait un nouveau milieu confirmé, et que ce soit Lamine Camara qui, maintenant, c'est la saison de la confirmation pour lui. La révélation, c'était l'an passé. On a tous vu ce que ça donnait. Moi, je me souviens d'ailleurs de son but face à Monaco, justement, du milieu de terrain où il va lober le gardien. L'audace qu'il faut pour à 19 ans faire ça, c'est un truc de fou. Et voilà, pour moi, il peut vraiment exploser cette année dans l'entrejeu de Monaco. Donc, joueur à suivre, c'est Lamine Camara. Équipe surprise de ce début de saison, le FC Nantes. Les Canaries qui jouent le maintien et qui là se retrouvent sur le podium de Ligue 1 après avec un calendrier très favorable, on va pas se mentir, mais quand même des joueurs à suivre cette année. La direction promettait un renouvellement d'effectifs qui n'a pas eu lieu, lié à un mercato très calme globalement. Quelques joueurs quand même intéressants sont arrivés, le Penant notamment de Lyon, qui fait plutôt des bons débuts. Sorba Thomas où c'est un petit peu plus contrasté, d'ailleurs il vient de jouer avec les pays de Galles. Hier je crois il avait été plutôt bon et il est capable de sur des coups il est capable de faire des bonnes choses. Il a un très bon pied droit, capable de faire des beaux centres. Ce sera à suivre, mais le joueur sur lequel on attend la confirmation et surtout avec le schéma de Comboiré, c'est Mathis Sabline qui sort de 4 derniers mois assez exceptionnels avec Nantes où il avait planté 5 buts.
C'est le grand artisan offensif nantais. Quand Moses Simon était blessé, c'était limite notre attaque reposait sur ce garçon qui avait à 21 ans a porté l'attaque des Canaries sur les 4 derniers mois. Quand Comboiré est arrivé, ça a été son premier coup. Il a mis Ablin à gauche et ça a tout de suite marché. Là, avec le retour de Simon, Ablin se retrouve en pointe. Ça va être pour lui la confirmation après ces 4 derniers mois. On sait que quand Comboiré avait réussi avec Nantes, il y avait dans cette équipe, du coup il y avait évidemment Ludovic Blas qui emmenait un petit peu tout le monde, etc. Mais il y avait surtout un attaquant qui marchait très bien, c'était Randal Colomani. Il a besoin d'avoir son joueur offensif un petit peu jeune, où il peut jouer un peu son rôle de papa, Antoine Comboiré. Il a pris Mathis Ablin sous sa houlette et on attend désormais de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, son début de saison est assez cohérent. Premier match à Toulouse, un petit peu plus compliqué. Mais par contre, il a plutôt étalé sa classe technique, parce que c'est un joueur qui techniquement est très intéressant. Il n'y a qu'à voir sa demi-volée face à Montpellier, qui est exceptionnelle pour son premier but de la saison. Il n'y a qu'à voir tous les contrôles orientés qu'il fait dans le jeu, qui ont permis à Nantes d'aller chercher la victoire face à Auxerre aussi, où il pèse vraiment sur les défenses avec ses contrôles, son jeu de haut but, et surtout, on lui voit un axe de progression, mais linéaire, c'est assez impressionnant. Il doit s'adapter aussi à ce nouveau rôle, parce que quand il était excentré, il avait moins à jouer physiquement et à s'imposer. Là, on voit que ses courses sont assez intéressantes. Là, il a marqué la semaine dernière face à Montpellier. Si Nantes veut continuer de faire une belle saison, ça va passer par Mathis Ablin. Le calendrier nantais est très favorable là maintenant. Ils vont jouer Saint-Étienne, Angers et Reims dans les prochaines semaines. Ils ont l'occasion de prendre des points. Ils ont l'occasion de continuer à engranger de la confiance qu'ils font en ce début de saison. Et Mathis Ablin fait partie des joueurs qui en engrangent avec Simon. Et eux deux, ils peuvent représenter une des belles surprises de l'attaque nantaise qui a été complètement en panne l'année dernière. Donc pour moi, voilà, Mathis Ablin, c'est le joueur à suivre cette saison. Autre équipe un petit peu surprise de Ligue 1, même si l'OM est censé... Voilà, c'est pas incohérent de voir l'OM à cette place-là, mais bon, ils ont été 9e l'année dernière, pas de Coupe d'Europe, saison ultra décevante. Comme vous le savez, à Marseille, raz de marée lors de la période des transferts, on change tout le monde, on change d'entraîneur, et là, Roberto De Zerbi arrive. Ça a quand même la classe à l'italienne, très beau parcours avec Brighton où il a métamorphosé l'équipe anglaise. On attendait donc avec impatience le recrutement marseillais. Et pareil, ça a plutôt envoyé du lourd, je trouve que c'est très cohérent. Autant l'année dernière j'en voyais qui s'excitait sur le mercato de l'OM, moi pas du tout. J'avais du mal, même Kondogbia, Renan Lodi, j'avais vu que c'était une fraude déjà avec Madrid. Ouais, j'avais déjà vu Renan Lodi que c'était pas terrible, ça a pas manqué, en 6 mois il était parti de l'OM. Donc voilà, le recrutement de Marseille était beaucoup plus douteux. Bien qu'ils ont fait le bon coup de faire Quentin Merlin au mercato, on a suivi enfin un mercato cohérent de Marseille cet été. Højbjerg, mais alors c'est un coup mais monumental. Il était titulaire avec Tottenham il y a encore un an, titulaire avec l'équipe du Danemark, il a un calme de dingue. Pour moi c'est top classe des milieux européens et j'ai pas peur de le dire. Ça envoie du lourd, ça c'est enfin un joueur au niveau du projet marseillais, ça envoie du pâté. Je suis pressé de voir le retour de Rongier pour voir le milieu Højbjerg-Rongier. Il n'y a pas grand monde en Ligue 1 qui peut aligner un milieu comme ça. Hein. Donc voilà, Valentine Carboni, je connais pas du tout, ça, je vais me laisser un peu porter. Parce que j'ai pas trop regardé la Serie A l'année dernière avec Monza, où apparemment il s'est vraiment révélé, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant c'est Harit qui est titulaire et qui explose, hein. Il n'était pas du tout dans les plans initialement, mais il fait un gros début de saison. Au même titre que Luis Enrique, pareil, hein, une autre énigme, hein, le gars il a été prêté au Brésil où apparemment c'était pas terrible, il revient à Marseille, et ça y est, c'est Ronaldinho, c'est Joga Bonito, et c'est du kiff tous les week-ends, et il envoie du lourd. Et évidemment la grosse recrue marseillaise c'est Mason Greenwood, et c'est le joueur à suivre. Sur Mason Greenwood je m'étais pas encore exprimé, évidemment par rapport à sa situation. Donc voilà, c'est un joueur qui avait été accusé d'avoir battu sa femme, etc. Donc c'est assez particulier, extra-sportivement parlant. Moi je connais très peu ce joueur, je sais que c'était un grand espoir de Manchester United qui s'est retrouvé éloigné du football pendant assez longtemps. Ce que je peux juste dire là, c'est que Marseille a décidé d'en faire le cœur de son projet. Donc il avait été prêté l'année dernière à Retafe, où il a fait plutôt une saison très cohérente. Il y avait pas mal de clubs sur le coup pour le récupérer cet été, hein. Il n'y avait pas que Marseille. Hein. Et c'est Marseille qui a réussi à le récupérer, et Marseille veut en faire une star de son équipe, et certainement une star de Ligue 1 aussi. Meilleur buteur de Ligue 1, 5 buts, une passe D. Bon, il est au-dessus, hein. De toute façon, je trouve que globalement il est au-dessus du niveau de la Ligue 1.
Par curiosité, j'avais vu tout son premier match face à Brest. Je crois que tout le match, j'étais resté bouche ouverte comme ça. Oh, en voyant ce que ça donnait, c'est transversal, sa patte gauche. Déjà, première action, il est lancé en profondeur, il finit du droit. Je savais qu'il était gaucher et il met une finition parfaite du droit, genre puissant, petit filet opposé. Oh, tu vois ça au bout de 2 minutes de jeu, tu dis waouh. Ah ouais, premier ballon en Ligue 1, lui, il déconne pas. Sincèrement, à la fin de la saison, ça peut faire partie des grands noms de Ligue 1. S'il continue sur cette ligne-là, il peut faire une saison à 15-20 buts. De toute façon, quand on parlera de l'OM et quand on fera des affiches de l'OM la saison prochaine, ou même quand il y aura des affiches dans l'année, ce sera Mason Greenwood qui sera affiché en gros. Parce que je pense que voilà, Marseille va en faire le joueur star de son effectif, le phénomène. De toute façon, c'était déjà un phénomène à Manchester United. S'il se retrouve à l'OM, c'est justement lié à l'aspect extra-sportif. Mais voilà, footballistiquement, il n'y a rien à dire, il est vraiment au-dessus. Donc voilà, joueur exceptionnel qui va exploser, je pense, cette année en Ligue 1. Ça commence déjà très fort pour Marseille, deuxième du championnat. Donc voilà, joueur à suivre, Mason Greenwood, l'anglais de l'Olympique de Marseille. Passons désormais au leader du championnat, sans trop de surprise, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le premier, 3 victoires. Premier match face au Havre où la décision s'est faite dans les dernières minutes. Un match maîtrisé du début à la fin et une raclée infligée à Montpellier 6-0. Avant une rencontre face à Lille j'attendais parce que c'était un premier vrai test un peu pour le PSG qui s'est révélé finalement pas vraiment être un test parce que Paris n'a pas du tout été inquiété sur la plupart du match. Et là, en seconde mi-temps, Lille est revenu avec d'autres intentions. Ils n'ont pas trop poussé pour autant. Je pense que si Lille avait plus poussé, ils auraient pu obtenir un point. Mais le PSG avait déjà su faire la différence grâce à Bradley Barcola. Alors, initialement, je voulais le mettre comme étant le joueur à suivre de la saison. Mais je pense que tout le monde l'a déjà mis. J'ai envie un peu de prendre le contre-pied de ça. Parce qu'on le voit en équipe de France, il performe. Là, en ce début de saison, il marque à tous les matchs. Voilà, quoi, c'est Bradley Barcola. Quoi, ça envoie du lourd. Hein. Très clairement, Bradley Barcola, c'est le joueur à suivre évidemment offensivement. Mais j'ai envie de vous parler de Joao Neves. Parce que c'est la grosse recrue finalement du mercato parisien. Il y a eu William Pacho en défense centrale qu'on va suivre assez attentivement avec la blessure de Lucas Hernandez. Mais Joao Neves, c'est quand même un joueur qui commence à se faire sa place en titulaire avec la sélection portugaise, hein, avec Vitinha d'ailleurs. On commence à avoir une grosse communauté portugaise performante à Paris. Hein. Gonçalo Ramos, même s'il s'est blessé, ça envoie du lourd avec le PSG. Nuno Mendes, pareil, hein, quand il n'est pas blessé, ça envoie du lourd. Vitinha, pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui parce qu'il est juste énorme. Et Joao Neves, finalement, il suit un petit peu le même rythme que Vitinha en étant même encore un peu plus confiant que Vitinha à ses débuts. 3 matchs, 4 passes D, meilleur passeur de Ligue 1 d'ailleurs pour un milieu défensif, c'est quand même assez ironique. Des vraies qualités techniques. Bien que son dernier match face à Lille était peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on avait vu de lui au début. Voilà, pour moi, ça va être le titulaire dans le milieu de terrain du PSG. Je vois bien un milieu, Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha cette saison au PSG avec une attaque certainement. Bon, quand Ramos sera revenu, Ramos, Barcola et puis Ousmane Dembélé à droite. Mais voilà, c'est très très intéressant ce qu'il fait en ce début de saison. C'est le joueur à suivre, je le trouve délicieux, il est intelligent même dans ses interceptions, il lit bien, il me fait penser un peu à Ugarte à ses débuts avec le PSG où j'avais trouvé très bon Ugarte en début de saison dernière. Là voilà, il a ça aussi, il anticipe bien, il est vraiment, vraiment intelligent. Paris a peut-être fait un très bon coup, hein, parce que choper un joueur de 19 ans qui a déjà ce niveau-là, ouais, voilà, il fait clairement partie des plus gros cracks actuellement de cette terre, donc on va suivre ça avec attention. Voilà, international portugais. C'est le joueur à suivre pour moi du côté du PSG, même s'il y en a évidemment bien d'autres avec le départ de Kylian Mbappé, où on va peut-être enfin pouvoir s'intéresser un petit peu à la diversité de l'effectif parisien et ne plus s'intéresser qu'à un seul joueur qui était Mbappé. Là voilà, on va pouvoir aborder ça un petit peu plus... On va voir vraiment ce que ça donne en Ligue des Champions. Je suis assez curieux. Je trouve que l'équipe du PSG est finalement assez excitante cette année. Le projet est également assez excitant. Le recrutement de Désiré Doué qui aura un rôle dans la rotation, surtout s'il y a des blessures. Asensio en faux neuf qui là se retrouve propulsé titulaire, ce qui donne aussi du temps de jeu à Colomani qui, sur le peu de temps de jeu qu'il a, tente de revenir un petit peu dans la hiérarchie aux yeux de Luis Enrique. Enfin de la stabilité aussi avec l'entraîneur qui enchaîne une deuxième saison. Des supporters qui se voient un petit peu plus aussi
dans le projet qui est en place au PSG. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant ce qui se passe avec le club parisien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me donner quels sont pour vous les joueurs à suivre de votre équipe ou même de tous les clubs de Ligue 1. Faites-vous plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.